bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir. Près de 4 mois après les attentats de Paris, l'engagement et l'engouement pour l'armée et la police ne faiblit pas. Au contraire, la recrudescence des inscriptions se poursuit. Réservistes, volontaires, engagés, ils et elles forment de véritables bataillons motivés. On en parle avec de nombreux invités à notre compagnie. François Hollande exclut tout retrait du projet de loi travail, mais promet des améliorations. Le président veut ainsi montrer qu'il a entendu le message de la mobilisation des jeunes, et cela avant une semaine qui s'annonce périlleuse, avec une nouvelle manifestation jeudi prochain et un autre front qui s'ouvre au Sénat sur le contesté projet de révision constitutionnelle. Sur tous ces aspects, le débat est à suivre. Enfin, l'entretien ce soir. Mon invité est historien, économiste, avocat, auteur de nombreux essais dont le dernier en date s'intitule « Danser sur un volcan ». Une fois de plus, Nicolas Bavrez nous appelle au sursaut, mais cette fois-ci, c'est notre dernière chance, dit-il. Il s'en expliquera tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être en notre compagnie. Vos questions, réactions via le hashtag OVPL et tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Il exclut tout retrait du texte. François Hollande monte au créneau pour défendre la réforme El Khomri. Il tente toutefois de rassurer le chef de l'État, précise qu'il y aura des corrections et que le CDI reste la priorité. Nathalie Guilloire. Alors là, qu'est-ce que c'est? François Hollande en visite dans une entreprise de Seine-et-Marne au lendemain des manifestations sur la loi travail. La démarche est claire, le chef de l'État veut reprendre la main. Le retrait de la loi n'est pas envisagé, mais le président promet des corrections. Si une concertation a été engagée à ma demande, c'est bien pour apporter tous les éclaircissements, toutes les précisions, lever des inquiétudes, améliorer encore le dispositif. L'idée, c'est pas de retirer ce qui, d'ailleurs, pour l'instant, n'a pas été encore adopté et n'a pas été encore présenté, n'a pas été encore précisé. Le chef de l'État a également voulu rassurer la jeunesse tout en mettant en avant le CDI. Pour le président, il doit être la voie normale. Tout comme le Premier ministre qui lui a fait un pas vers les organisations étudiantes et lycéennes. Demain matin, ils seront reçus à Matignon en présence de la ministre du Travail Myriam El Khomri et du ministre de l'Économie Emmanuel Macron. Un président qui se positionne, un gouvernement qui se dit prêt à faire des concessions sur taxe des CDD, temps de travail des apprentis. Les propositions commencent à émerger. Demain, Manuel Valls rencontrera les organisations étudiantes à Matignon. Sophie Normand-Couturier. C'est une demande réitérée par tous les syndicats à chaque négociation sur l'assurance chômage, la taxation des CDD. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, l'a réclamé encore fin janvier. La piste est bien sur la table des négociations, confirme la ministre du Travail. C'est sur la table et ça relève des partenaires sociaux, puisque c'est eux qui négocient. La proposition existe, elle est portée par certains partenaires sociaux dans le cadre des négociations autour de l'assurance chômage. Et je dis, c'est en corrélation avec ce projet de loi qui vise à réduire la précarité et encourager le CDI. Et les débats s'annoncent houleux. La CGPME s'y oppose fortement. Le syndicat des patrons des PME dénonce une augmentation du coût du travail qui pénaliserait la création d'emplois. Autre concession que s'apprêterait à faire le gouvernement, l'abandon de l'allongement du temps de travail des apprentis. L'avant-projet de loi travail prévoyait de passer de 35 à 40 heures par semaine. Myriam El Khomri, qui se dit inscrite dans une démarche de dialogue et d'écoute, serait prête à l'abandonner également. 22 000 fichiers, 22 000 noms de djihadistes de Daesh. La chaîne anglaise Sky News affirme avoir mis la main sur ces documents. Le listing contient des noms, des adresses ou encore des numéros de téléphone, une mine d'informations qui est en cours d'analyse par les services antiterroristes européens. 1000 réservistes supplémentaires par jour d'ici à 2018. C'est le souhait de Jean-Yves Le Drian. 4 mois après les attentats, le ministre de la Défense lance une vaste campagne de recrutement et dope le budget de la réserve militaire. De 71 millions d'euros en 2014, il passera à 125 millions en 2018. Des réservistes qui seront principalement affectés aux opérations Vigipirate. Une décision accueillie positivement par Christian Cambon, sénateur Les Républicains, membre de la Commission de la Défense et des Forces armées. Écoutez. Le but n'est pas d'attirer les gens à rejoindre la réserve citoyenne, il faut aussi leur donner des équipements, des moyens d'action. Donc je pense que c'est un budget qui devient significatif dans une contrainte budgétaire que nous connaissons tous.
En bref, les bourses européennes ont fermé en forte baisse ce soir, conséquence des annonces de la Banque centrale européenne. Elle a baissé une nouvelle fois ses taux directeurs. La BCE veut ainsi tenter de relancer l'inflation et le crédit en zone euro. Claude Estier est décédé à l'âge de 90 ans en 1971. L'ancien proche de François Mitterrand a fait partie des fondateurs du Parti socialiste au Congrès d'Épinay. Sénateur de Paris, il fut président du groupe socialiste au Sénat pendant 16 ans. François Hollande a salué la mémoire d'un acteur politique important de ces 40 dernières années. Je vous propose de regarder cet extrait lors du passage de Claude Estier sur notre antenne en 2008. Il parle du Sénat et de François Mitterrand. François Mitterrand souhaitait que je prenne la présidence du groupe, mais il y avait un président qui était André Méric, que je respectais tout à fait, et qui était quelqu'un de tout à fait respectable d'ailleurs. Et puis voilà, et puis François Mitterrand m'a dit je vais nommer André Méric ministre, comme ça le poste sera libre, et vous pourrez prendre la présidence du groupe, ce que j'ai fait donc en 88, et j'ai gardé cette présidence pendant 16 ans, jusqu'au moment où j'ai décidé de ne pas me représenter. Le Sénat donne une image beaucoup plus apaisée que l'Assemblée nationale, mais quand on y vit, comme je l'ai vécu pendant si longtemps, on y voit aussi les manœuvres, les coups fourrés. S'engager, servir la France dans la police, les secours ou l'armée. Après le 13 novembre, les centres de recrutement ont connu une forte affluence. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est notre premier débat ce soir. Oui, et près de 4 mois après les attentats de Paris, l'engouement ne se dément pas. Au contraire, l'armée et la police attirent celles et ceux qui veulent servir le pays, que ce soit d'ailleurs pour le concours de gardiens de la paix ou encore les réservistes de l'armée. Il y a un véritable mouvement de fond que nous allons analyser avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, les faits autour de cette recrudescence avec Stéphane Amalian. Leur nombre ne cesse de croître depuis janvier 2015. Les réservistes seront 40 000 à l'horizon 2018, contre 28 000 actuellement. Une augmentation due aux attentats de 2015 et voulue par le gouvernement. Jean-Yves Le Drian a annoncé aujourd'hui l'augmentation des moyens alloués à la réserve. Le budget annuel devrait augmenter de 77% d'ici 2018. Il était de 71 millions d'euros en 2012, il passera à 125 millions en 2018. Un effort budgétaire salué par la classe politique. C'est un effort en tous les cas tout à fait conséquent et nous approuvons tout à fait ce choix de la part du ministre de la Défense parce que ça va donner des moyens. Je pense que c'est un budget qui devient significatif dans une contrainte budgétaire que nous connaissons tous. L'idée, soulager les forces armées sollicitées par l'opération Sentinelle alors que 25 opérations extérieures sont en cours. Du côté de la police nationale, les volontaires affluent également. Un concours exceptionnel de gardiens de la paix débute aujourd'hui même pour renforcer les forces de sécurité intérieure. Le nombre de participants y est très élevé, 2000 postes sont à pourvoir. Et on en parle avec nos invités ce soir. Bénédicte Alba, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes la présidente et fondatrice de l'Institut de recherche et d'information sur le volontariat et auteur du guide pratique du bénévolat aux éditions Larousse. Merci de nous accompagner. Jérôme Bonnet, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le chef du service d'information et de communication de la police nationale. Et avec nous également ce soir, Jacques Demaillard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et co-auteur du livre « Sociologie de la police, politique, organisation, réforme ». Alors, madame, messieurs, le phénomène, évidemment, avait été observé juste après les attentats, Jérôme Bonnet. Il y a eu un véritable engouement pour la police, pour l'armée, on en a beaucoup parlé, mais là, on parle d'un mouvement de fond. Et il n'y a pas juste une réaction post-attentat immédiate, ça va bien au-delà ? Ça va, je crois, bien au-delà. Surtout, c'est vraiment mon point de vue et notre analyse. Cela a l'air de s'inscrire quand même dans la durée. Les concours de police n'ont pas beaucoup de difficultés pour attirer de jeunes candidats. Le taux de sélectivité est déjà difficile. Les attentats ont, je crois, eu deux impacts. Le premier impact, c'est effectivement un sentiment et une volonté de la part de notre jeunesse de s'engager pour la protection des citoyens. Et peut-être aussi, la police nationale a-t-elle été particulièrement exposée, notamment dans les médias, et a permis de montrer la richesse, la variété de ses métiers, de ses compétences. Et donc, je pense qu'également, elle a suscité la curiosité et l'envie.
Ah, donc il y a eu même une relation plus approfondie, c'est-à-dire une meilleure connaissance des différents métiers de la police. Je pense, on a vu par exemple, si je reprends le 13 novembre, le travail de la police technique et scientifique a été montré, on a montré ce que l'on faisait dans nos laboratoires, on a montré ce que l'on faisait sur les scènes de crime. Alors on sait déjà que les experts attirent, mais le focus a été mis, je ne parle évidemment même pas des unités d'intervention, mais je crois aussi que ce que l'on a vu, c'est-à-dire ces gardiens de la paix qui occupent la voie publique et qui à un certain moment peuvent aller jusqu'au sacrifice pour sauver, pour essayer d'empêcher les terroristes d'agir, je crois que cela a profondément marqué et a frappé sans doute une génération qui n'avait pas connu cela depuis justement peut-être 1 ou 2 générations précédentes. C'est votre avis, votre regard, Bénédicte Alba, c'est le cas? Il y a eu cette prise de conscience et puis cette prise de conscience sur l'éventail large des différents métiers de la police? Absolument, c'est ce que vous disiez un peu, les séries policières donnent une présentation un peu théorique en tout cas du métier de policier, et là on a vu une application tout à fait pratique et les gens se sont sentis concernés directement effectivement par l'action. Oui. Alors, Jacques de Maillard, on va revenir à la France, mais je suppose que ce phénomène, là je vous amène juste un moment à l'extérieur de nos frontières, il n'est pas nouveau. On avait évidemment constaté cela en 2001 et c'était surtout vis-à-vis des pompiers de New York. Il y a un phénomène à la fois au départ d'identification et puis après, très vite même, on va au-delà. C'est-à-dire ça devient notre propre choix personnel et même de vie de s'engager. Oui, on l'a vu en 2001. On a vu aussi qu'en 2001, ça n'a pas duré. C'est-à-dire que... il y a eu un engagement, une adhésion qui est un peu le phénomène que l'on trouve en France aujourd'hui, c'est-à-dire on est en phase de crise, on a l'impression d'une menace, d'une insécurité, donc les institutions et les institutions régaliennes sont une valeur refuge. Donc on le voit bien, c'est pas uniquement un engagement qui est favorable, c'est aussi une image de la police qui s'améliore. Une enquête de l'IFOP l'a bien montré. La bonne image de la police a considérablement augmenté entre décembre 2014 et décembre 2015. Et les attentats sont un élément explicatif central de ça. La question c'est, et donc c'est une bonne nouvelle pour la police, tant en termes d'image qu'en termes de potentiel de recrutement. La question c'est, est-ce que ça va durer ? Alors, si vous me posez la question, je pourrais vous donner des éléments de réponse, même si on est toujours en train de faire des pronostics. Et la seconde, c'est est-ce que c'est uniquement une bonne nouvelle ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces recrutés-là ? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qu'on recrute ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de désillusion ? Et là, de ce point de vue-là, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les études sociologiques que l'on fait sur le recrutement des policiers, ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a différents motifs d'entrer dans la police. Soit parce que c'est un métier où on est, soit pour le salaire, pour la fonction publique, soit pour la dimension aventurière, prendre des risques, soit la dimension missionnaire, on sert les autres, on protège les autres. Et là, ce qui est très positif, c'est que c'est cette dimension-là qui apparaît. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur ce point parce qu'il est très important. On va évoquer tous les aspects positifs, mais il faut qu'on voit aussi tout ce qui se déroule. Jérôme Bonnet, il y a aussi il y a plusieurs motivations. Il y a tout ce que vous avez rappelé. Il peut y avoir aussi l'esprit de vengeance, de revanche. Est-ce que cela, vous le détectez ? Et évidemment, vous ne voulez pas de cette motivation-là comme principal moteur, j'imagine. Alors, ce n'est effectivement pas la motivation que l'on a le plus vu, bien au contraire. Elle est quand même assez rare dans ce qui s'est manifesté, notamment sur nos réseaux sociaux, sur les sites de recrutement de la police. Vous pouvez juste préciser combien vous avez eu sur Facebook, par exemple, au lendemain des attentats, combien de messages? Nous avons multiplié. En tête, j'ai notamment Twitter. Twitter, on était à moins de 20 000 followers sur le compte Twitter de la police nationale. On est aujourd'hui à plus de 190 000. Donc en une année, sur Facebook, on a une communauté qui est au-delà des 550 000 personnes. Et l'impact et le dialogue que l'on crée sont pour nous une richesse d'ailleurs. Une richesse pour aller parfois parler à des policiers, parce qu'on a des policiers qui utilisent Facebook pour nous parler, ce qui est assez intéressant, mais également des recrues, des gens qui s'intéressent à nous. Donc évidemment, on peut tomber sur des personnes qui veulent venir pour se venger, pour une revanche ou... On les a vraiment très peu détectés à ce stade et on espère et on pense que nos critères de sélection, qui sont certes ceux du concours, mais également ensuite de la formation, puis des périodes probatoires qui s'en suivent, vont nous permettre de détecter ce type de profil.
Quelles sont selon vous justement les principales motivations, Bénédicte Alba? Il y en a qui sont évidentes, hein, oui. Oui, voilà, effectivement, la sécurité de l'emploi, c'est sûr, mais je pense que l'idée de service, c'est servir l'armée, servir dans la police, c'est quand même la première motivation, je pense, des jeunes qui veulent s'engager, des jeunes filles comme des jeunes garçons d'ailleurs. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une recrudescence des jeunes filles, justement, dans les métiers de la police comme de l'armée. Vous l'observez aussi? Oui, on a quand même une progression de la féminisation de la police qui est à la fois rapide mais bien ancrée. Là, sur le concours d'aujourd'hui, 30% de candidates, ce qui correspond d'ailleurs aujourd'hui à peu près à la photographie de la répartition homme-femme dans la police. Mais si je prends par exemple le concours de commissaire de police cette année, plus de la moitié de candidates par rapport aux candidats. Mais je voudrais qu'on insiste, ça c'est très intéressant, on va y revenir, sur les motivations, parce que vous dites servir le pays. Mais Jacques de Maillard, qu'est-ce que c'est concrètement servir le pays? C'est porter l'uniforme, c'est s'identifier à des valeurs républicaines, c'est toucher au côté régalien de ces missions? Alors, comment on appréhende ça? En fait, c'est qu'on fait des enquêtes par questionnaire auprès des jeunes qui ont été recrutés, auprès des gardiens de la paix, et il y a toute une série de questions qu'on leur pose. Est-ce que vous êtes rentré dans la police pour la sécurité de l'emploi, pour le salaire, parce que c'est un métier où on bouge, parce que j'ai envie de servir les autres, protéger le reste de la population, parce que la loi et l'ordre, c'est important. On n'a pas fait d'études récemment. Moi, l'hypothèse que je ferais, c'est que les récents événements, ils encouragent deux types de profils. Le profil missionnaire, j'y vais pour protéger le reste de la population, et le profil aussi aventurier, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire les unités d'intervention dont le travail est valorisé dans ces moments de crise, le RAID qui intervient, la police technique et scientifique. Mais vous mettez en un ce souci, cette mission de la protection des autres. J'en ferai l'hypothèse. L'hypothèse. Alors après, ça pose une question. C'est que le risque, et ça c'est à l'institution de le gérer, c'est que ce que l'on voit souvent, c'est que pour les jeunes qui entrent dans la police, il y a un phénomène de déception. C'est-à-dire que l'activité que l'on a anticipée avant d'y entrer n'est pas l'activité que l'on fait. Parce que y a une routine du travail policier, on fait de la voie publique alors qu'on s'attendait à avoir une vie aventureuse, à prendre des risques, à faire du travail d'interpellation, c'est pas ce qu'on fait au quotidien. Donc l'enjeu ici, il est que ces jeunes qui sont séduits par la dimension valorisée de ces unités d'intervention se retrouvent pas après, une fois en poste, déçus avec un quotidien qui ne correspond pas à leur activité. Mais bon, ça c'est un défi, mais vous n'allez pas changer les métiers de la police en fonction des motivations de ceux qui y arrivent en même temps. D'où l'importance de la formation. Ouais. Je crois que, effectivement, on a une obligation face à cet engouement. On a une véritable obligation. Ces candidats qui arrivent chez nous, cet engouement populaire nous oblige en tout cas à ne pas décevoir ou à décevoir le moins possible. En revanche, je crois que même si on a beaucoup vu les unités d'intervention, une des démonstrations qui a été faite lors des attentats, quand on les regarde avec un tout petit peu de recul, c'est que l'ensemble des policiers ont un rôle capital à jouer. Je veux rappeler par exemple que la tragédie du Bataclan, la tuerie du Bataclan, au sens des coups de feu qui sont tirés, n'a pas été interrompue par les unités d'intervention, mais elle a été interrompue par ce que l'on appelle désormais les primo-intervenants, qui sont des gens de la BAC. Et la BAC n'est pas une unité d'élite inaccessible pour un gardien de la paix qui entre aujourd'hui dans la police. C'est une unité dans laquelle on peut entrer en répondant à des critères qui sont déjà sélectifs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est une vraie obligation pour nous, c'est un vrai devoir pour nous. C'est une chaîne. Chaque maillon de la chaîne a un rôle important et ça, je pense qu'ils en ont conscience, ou en tout cas, vous essayez de leur faire prendre conscience. En tout cas, la crise nous l'a démontré. Bénédicte Alba, plus généralement, parce que vous travaillez sur le bénévolat, le volontariat. Est-ce que, alors au-delà de cette volonté de s'engager, de porter l'uniforme, de vouloir protéger les autres, c'est semblable, est-ce qu'il y a aussi une volonté, c'est peut-être un peu plus philosophique selon vous, mais un besoin de sens? Justement, ces attentats, ils ont aussi fait exploser, ou en tout cas tenté de faire exploser je ne veux pas utiliser le mot vivre ensemble, mais en tout cas une certaine idée de la communauté. Et donc, il peut y avoir, on peut opposer à cela une certaine recherche de sens en s'engageant. Mais d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est effectivement l'engagement. Enfin, beaucoup de citoyens français ont décidé de suivre des cours de secourisme. Et il y a eu une demande exponentielle auprès des pompiers qui ont dû multiplier les formations justement de secourisme parce que des gens se sont dit, de tous les âges d'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, si je suis confrontée à un attentat, pour intervenir le plus vite possible. Certains ont dit que si les interventions
intervention avait été plus rapide, on aurait peut-être pu sauver plus de vies, etc. Donc concrètement, les gens se sont dit, moi, si je suis confrontée à un attentat dans ma vie quotidienne subitement, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc les premiers secours... donc ça transcende la police, l'armée. Donc effectivement, mais je pense que c'est plus une vocation. On en discutait un petit peu avant. L'idée d'être policier, ça ne vient pas comme ça. Ça mûrit, il y a une maturité, il faut aussi une formation. Enfin, ça dépend effectivement du niveau du concours. Mais en tout cas, je pense que on ne se réveille pas subitement une vocation de policier ni une vocation de militaire. Je pense que c'est antérieur et les attentats, c'est le déclic qui fait qu'on s'engage. Et c'est exactement la même chose pour les associations. On ne naît pas bénévole, on devient parce qu'on est confronté dans sa vie personnelle avec le handicap, avec un accident, avec une rupture, si vous voulez. Et donc, dans ces cas-là, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour surmonter effectivement cette épreuve? Donc, c'est transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif, mais je pense que c'est l'élément déclencheur, mais je pense que les terrains étaient favorables et le terrain était déjà prêt. Vous êtes d'accord, Jacques de Maillard? Il y a, je ne sais pas s'il faut utiliser une forme d'engagement moral, c'est-à-dire une recherche de sens aussi, qui transcende la police, l'armée, qui traverse un petit peu toutes les sphères de la société? Ou est-ce qu'on veut un peu enjoliver tout ça, ou est-ce qu'on le gonfle un peu? Mais quel est votre sentiment? Moi, je connais plus la police, donc ma voisine parle d'un domaine qu'elle connaît mieux que moi. Donc, moi, ce que je peux dire pour effectivement l'engagement plus spécifiquement dans la police, c'est que la seule dimension économique ne l'explique pas. On ne peut pas expliquer l'afflux d'engagement par simplement l'attrait de la fonction publique et du salaire. Ce d'autant plus qu'on est dans une phase où on est quand même plutôt dans une phase de vache maigre en termes de recrutement policier. Alors là, ça redémarre depuis peu, mais moi je vois les concours commissaires, les concours officiers, c'est quand même une phase qui est très difficile. C'est pas aujourd'hui qu'il faut passer les concours d'officiers de commissaires. C'était il y a 10 ans. Donc, de ce point de vue-là, il y a une dimension du sens, il y a une dimension de l'engagement, même s'ils cherchent également à travailler. Moi, l'une des questions qui se pose quand même sur ces engagements-là, juste un mot, c'est aussi le profil. Vous avez l'air parfois un peu sceptique. Dites-nous ce qui vous tracasse. J'ai compris depuis le début, il faut qu'il y ait le suivi, pas qu'il y ait une trop grande différence entre les motivations et puis la réalité. Puis il y a autre chose? Il y a un second point, effectivement. Alors, lequel? Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un, c'est le profil de ceux qui candidatent. J'allais y venir, justement, allez-y. D'accord. Allez-y. Ce que l'on voit quand on regarde le profil des gardiens de la paix, de ceux qui sont recrutés, on a très peu de statistiques sur l'origine, mais globalement, quand on fait des approximations avec le lieu de naissance des parents, certains l'ont fait avec les prénoms, on voit qu'il y a une sous-représentation de la population d'origine immigrée. On a des policiers qui exercent dans l'espace urbain. Vous devez manier avec beaucoup de prudence. Je le manie avec beaucoup de prudence, mais on a des études qui le montrent aussi sérieusement. On a des policiers. Vous avez des études, c'est-à-dire dans quel cadre? Des recherches qui ont été conduites et qui montrent que quand on regarde au sein du ministère de l'Intérieur le pays d'origine des parents, on a une sous-représentation. Pardonnez-moi, c'est vraiment compliqué. Ne rentrons pas dans ce point-là. Vous l'avez mis un peu sur la table. Alors, passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est la sous-représentation des jeunes qui viennent de milieux urbains. Globalement, on a beaucoup de jeunes qui viennent d'espaces ruraux et de petites villes. Donc, là, à nouveau, je serais curieux de savoir l'évolution des profils, parce que c'est des gens qui, après, vont travailler en milieu urbain, alors que ce n'est pas leur espace d'origine. 3, je suis aussi curieux de connaître leur profil en termes de diplôme. Parce que l'un des enjeux forts, c'est ce décalage-là. On a des diplômes, on rentre comme gardien de la paix avec un master. On est très content les premières années et après on est bloqué. On va voir donc sur l'adresse, le milieu, etc. On ne remontera pas aux origines, c'est pas avec le nom, le prénom des parents qu'on va connaître l'origine, c'est pas, vous le savez. Le lieu de naissance, oui. pas le nom, le prénom. Jérôme Bonnet, sur les 2 points plus objectifs. Non, alors le niveau de diplôme, effectivement, on a toujours les contre-exemples, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des gens, et j'ai rencontré des étudiants, qui avaient envie de faire le vrai métier de policier, et malgré un parcours universitaire brillant, se disent « moi je veux être gardien de la paix ».
Je veux être gardien de la paix parce que, et c'est la réalité aujourd'hui, les gardiens de la paix sont les policiers qui font la police, si j'ose dire. Permettez-moi cette expression. Mais ce sont eux les cyber-enquêteurs, ce sont eux qui assurent la sécurité sur la République, ce sont eux qui interviennent aux raids, ce sont eux qui font de la police judiciaire. La police aujourd'hui, ce sont les gardiens de la paix. Donc on a parfois des gens qui disent, moi, quel que soit mon diplôme, je veux faire ça. Néanmoins, les moyennes de niveau d'entrée sont assez proches ou à peine au-dessus du niveau minimum pour concourir, qui est le baccalauréat. Et globalement, l'immense majorité de nos candidats, de nos lauréats, ont entre bac et bac plus 2. Voilà Donc on est quand même dans quelque chose qui aujourd'hui, la grosse masse est là. Jérôme Bonnet, toute autre chose. Je voudrais quand même vous faire réagir, parce que c'était une note confidentielle du Figaro aujourd'hui. S'il y a d'un côté un engouement, et on ne le remet pas du tout en cause, est-ce qu'il pourrait y avoir un risque d'un phénomène qui grossirait d'infiltration de la police et de l'armée? Parce qu'une note confidentielle de la préfecture de police, citée dans le Figaro, révèle une progression préoccupante du fondamentalisme religieux qui serait dissimulé, masqué, peut-être plus à cette période justement pour infiltrer la police ou l'armée. Est-ce que vous avez connaissance de cette note ou des informations sur ce point? Alors, en tout cas, j'ai lu ce qu'en disait la presse et je pense que il y a eu une addition de cas qui a été faite et qui donne un chiffre qu'il faut rapporter aux 144 000 aujourd'hui policiers, et qui est vraiment un chiffre infinitésimal, et notamment chez des personnels qui ne sont pas forcément des personnels policiers au sens strict du terme. Nous avons une extrême vigilance vis-à-vis de ces sujets-là, et je dirais que la corporation et les missions de la police nationale font que par définition, nous sommes très à l'affût de tout phénomène qui pourrait s'apparenter à ce que l'on appelle un peu vite de la radicalisation, mais en tout cas de toute pratique religieuse, parce qu'on est souvent sur l'islam, mais ce n'est pas seulement le cas évidemment, mais sur toute pratique religieuse qui est tout simplement incompatible avec l'exercice de la mission de service public qui exige de la neutralité et autres. Et les quelques cas détectés mais sont infinitésimaux. Oui. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé pour les associations de manière plus générale, avec le phénomène sectaire aussi, qui est extrêmement marginal et extrêmement, enfin très peu. Et on n'a pas non plus de contrôle a priori puisqu'on n'a pas de censure. On ne doit pas déposer les statuts d'une association avant avoir l'autorisation pour les faire. C'est après coup qu'on voit effectivement dans l'activité, si on demande trop d'argent, si c'est complètement fermé, enfin, le mode de fonctionnement qui fait qu'on peut voir si c'est... Et je pense que c'est exactement la même chose justement pour le phénomène d'entrisme dans la police ou l'armée, où c'est exactement effectivement alors on va retenir l'autre aspect, c'est l'engouement, c'est l'engagement. Donc si je retiens ce que vous dites, même avec des interrogations tout à fait légitimes, il y a quand même un mouvement de fond qui se dessine, police et armée, une sorte de phénomène de sentinelle en fait. C'est bien cela, c'est se sentir quelque part investi d'une mission. Oui, je crois, et ce sentiment-là, on ne l'a pas que chez nos recrues. J'ai la faiblesse de croire que ce sentiment-là se développe aussi chez nos policiers. C'est-à-dire que ces événements ont aussi, je pense, redonner ou renforcer pour certains policiers le sens de leur travail. J'ai la faiblesse d'y croire en tout cas. En tout cas, vous le dites avec conviction et cœur. Oui, mais j'ai le souvenir qu'on a été nombreux à avoir la chair de poule quand on a vu nos collègues qui s'engageaient, qui s'exposaient. Et cette chair de poule, vous voyez, elle peut venir à tout moment. Tout le monde approuve, Jacques Demeyer et Bénédicte Elba. Merci en tous les cas pour ce débat. Merci à vous. Restez avec nous, la suite de votre émission. Toute autre chose, l'actualité politique à droite, cette fois-ci avec la bataille des primaires. Et c'est une surenchère de propositions entre les candidats déclarés ou en passe de l'être. C'est l'édito politique ce soir. L'édito politique, et à l'heure où tous les regards se portent à gauche, on va s'intéresser à ce qui se passe à droite avec vous, Gilles Leclerc. Bonsoir. Bienvenue. On a l'impression, Gilles, d'une véritable course, on l'a vu encore hier dans Le Monde avec l'interview de Nicolas Sarkozy sur les fonctionnaires. C'est vrai que quand on voit les difficultés aujourd'hui pour François Hollande, pour l'exécutif, pour la gauche, c'est vrai que ça donne de l'appétit aux candidats de la droite engagés pour les primaires, et c'est vrai qu'ils sont nombreux, on verra encore une fois à l'arrivée, mais ça, ils rôdent déjà un petit peu leurs idées, on l'a vu, vous avez raison de citer l'exemple de Nicolas Sarkozy, mais ce qui est frappant, c'est que si on regarde par exemple le programme économique et social, là on en parle quand même beaucoup aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a une forme de consensus entre ces différents candidats, il n'y a pas de véritable différence. Moins d'État, sauf pour le régalien, moins d'impôts, suppression de l'ISF, suppression des 35 heures, une retraite plus tardive, la dégressivité par exemple des allocations chômage. Donc les nuances, en fait, elles sont plutôt dans le rythme. On voit par exemple un François Fillon qui prône la rupture, Alain Juppé par exemple, lui est plutôt sur plus soft.
Mais il y a en tout cas un point commun, c'est que quand on entend ces candidats, ils disent tous juré, promis, si on revient aux affaires, on fera ce qu'on dit. Bon, c'est vrai d'ailleurs que l'opposition déclare aujourd'hui que si François Hollande a des problèmes, c'est probablement parce que il a dit des choses pendant sa campagne et aujourd'hui il propose probablement des propositions qui ne sont pas exactement du même niveau. Oui, ça on peut le dire, c'est sûr. Mais est-ce que ces réponses, selon vous, Gilles, sont adaptées? Et est-ce que c'est là-dessus que va se faire la différence dans cette course à droite? C'est sans doute le problème. C'est que si on considère que cette crise qui n'en finit pas, qui n'en finit plus, n'est pas conjoncturelle, mais structurelle, à ce moment-là, on peut s'interroger. Parce que ce qui est proposé aujourd'hui, au fait, on va attendre la suite, évidemment, quand ils vont affiner leurs propositions. Ce sont finalement des solutions libérales, j'ai envie de dire, très classiques. On se souvient de Reagan, Thatcher, des années 80, on retrouve ces positions-là. Et ce qui pêche aujourd'hui à droite, sans doute aussi à gauche, mais quand on regarde, puisqu'on parle de la droite ce soir, c'est le déficit complet d'imagination, en tout cas pour l'instant. Où sont les idées neuves pour un monde en pleine révolution, et en France en particulier? Mais peut-être que les candidats d'ailleurs vont se départager, non pas sur des questions économiques et sociales, mais plutôt sur des questions sociétales, la question de l'identité, pas. Et oui, sans doute. Oui. Voilà, vous en parlez il y a un instant. Et là, on pourra sans doute voir plus de différences. Cela dit, aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore au moment évidemment du vote, et aujourd'hui se joue surtout une bataille d'image où on va regarder d'abord l'attitude, le comportement, le caractère et sans doute aussi la capacité de renouveau, de renouvellement. C'est donc une bataille d'image, mais cette bataille-là, elle a déjà commencé. Oui, et elle s'accélère même. On aura donc l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Gilles Leclerc. Et tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. C'était un fidèle de François Mitterrand, un pilier du socialisme en France, s'est éteint à l'âge de 90 ans. Claude Estier est mort. Gérard Larcher a salué la mémoire de l'ancien sénateur de Paris, un acteur majeur de l'unité de la gauche, a dit le président du Sénat, Audrey Vuettaz. Il était l'un des fidèles de François Mitterrand, l'un de ceux qui l'ont porté jusqu'à la présidence en 1981. Et c'est avec bienveillance que Claude Estier se souvenait du travail de la gauche au pouvoir. Dans les 2 premières années, les promesses faites ont été tenues et je crois que la gauche a montré sa capacité à gouverner. Issu d'une famille socialiste, Claude Estier s'engage dans la résistance à l'adolescence. Après la guerre, il devient journaliste politique au Monde, à Libération. En 67, il délaisse la plume et devient député du 18e arrondissement de Paris. Il se noue d'amitié avec Lionel Jospin, Daniel Vaillant et Bertrand Delanoë. Les 4 forment la bande du 18e. Ensemble, ils sont élus en 76 au Conseil de Paris, puis à l'Assemblée nationale en 1981. 1986, une année charnière. Claude Estier quitte l'Assemblée pour le Sénat. Il y restera 18 ans, dont 16 en tant que président du groupe PS. C'est un pan de notre histoire, un pan de l'histoire des socialistes, un pan de l'histoire de la gauche et un pan de l'histoire du Sénat qui s'est éteint aujourd'hui. Oui. En 2004, Claude Estier choisit de prendre sa retraite politique sans n'avoir jamais été ministre. Il s'est éteint à l'âge de 90 ans et c'est l'un des derniers mitterrandistes qui tire sa révérence. Contre l'avis du gouvernement, le Sénat a rejeté une nouvelle fois la pénalisation des clients de la prostitution. Une majorité de sénateurs ont dit non à la sanction de 1 500 € d'amende prévue en cas de flagrant délit. La ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, a réaffirmé que refuser la pénalisation des clients, c'est une régression pour les droits de la femme. On l'écoute. C'est très récent qu'aujourd'hui, on puisse dire les femmes ont du désir ou de l'absence de désir, du plaisir ou de l'absence de plaisir, et que cette sexualité des femmes implique aussi les hommes. Or, en refusant, comme vous le proposez, de dire dans notre société que l'achat de services sexuels est pénalisé, parce qu'il part du principe que la sexualité des femmes peut être activée, peut être utilisée en l'absence de leur désir, nous faisons un bond en arrière et nous revenons à cette période, une 50aine d'années, pas plus, dans laquelle on considérait que les femmes n'avaient pas de désir. Et c'est pour moi terriblement régressif par rapport aux combats qui ont été menés depuis quelques dizaines d'années. Enfin, regardez cette image, l'accueil en grande pompe à Paris du couple royal des Pays-Bas. Ils ont descendu les Champs-Élysées, escortés par la garde républicaine. François Hollande a reçu le roi Willem-Alexander et la reine Maxima. Une visite d'État de 2 jours après le Louvre. Le couple royal a rencontré Gérard Larcher au Sénat.
Hier, la rue le pressait d'agir. Dans quelques jours, il va devoir encore et encore rassurer Loi El Khomri, révision constitutionnelle. Le gouvernement est sur le point d'entamer une semaine décisive. On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, quelle folle semaine à venir pour le gouvernement. Il y a les consultations qui vont se poursuivre, bien sûr, sur la loi travail. Il y a les mobilisations prévues, dans la rue encore. Et un autre front qui s'ouvre pour l'exécutif au Sénat, la révision constitutionnelle qui va donner lieu à un bras de fer. François Hollande défié sur 2 réformes présentées comme les axes majeurs de son quinquennat. L'analyse et le débat avec nos invités ce soir. Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir Sonia. Rédacteur en chef politique à Paris Match. Nous accompagne Michel Noblecourt. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Journaliste politique au Monde. Et l'éditorialiste politique Claude Veil. Bonsoir. Alors messieurs, avant de parler de la semaine à venir, aujourd'hui Bruno Jeudi, au lendemain donc de la mobilisation des jeunes, François Hollande, en marge d'un déplacement, s'est exprimé. Alors il exclut tout retrait du projet de loi travail, mais promet des améliorations. Déjà sur la forme, enfin, il monte en première ligne. Des améliorations, des corrections, a-t-il dit même. Oui, il monte en première ligne. Il avait déjà parlé rapidement après le sommet franco-italien. On sent qu'il essaie de sauver ce qui peut être sauvé. Moi, je trouve que en fait, ce pouvoir est en train de boire le calice jusqu'à la lie. Hein, et ce dossier est emblématique au fond de cette fin de quinquennat où il échoue sur l'objectif, sur la priorité qui s'était fixée, à savoir la jeunesse. Et c'est vrai que même si la mobilisation était peut-être pas aussi élevée qu'espéré, c'est déjà un début et surtout quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. Et donc pour François Hollande, ça risque d'être très compliqué. Il a essayé d'être un peu entre deux, ni martial, ni Certains ont dit que c'était une sortie hollandaise, un peu tout en synthèse. Oui, c'est-à-dire voilà, il fait le contraire de Manuel Valls, ce que Manuel Valls a fait il y a 15 jours, très mal d'ailleurs. Et du coup, il essaie de rattraper le tir, mais je ne sais pas si c'est encore possible de sauver quelque chose dans ce texte. Michel Noblecourt, sur cette sortie, aujourd'hui quand même, il a pris la parole sur le projet de loi au lendemain de la mobilisation. Oui, je crois que François Hollande a fait l'inverse dans cette affaire de loi travail de ce qui était sa méthode de gouvernement depuis 2012. C'est-à-dire qu'il est arrivé en voulant être le promoteur de ce qu'il appelait la démocratie sociale. Et donc était une démarche qui consistait effectivement, avant de faire des textes de loi sur le plan social, à faire engager des négociations entre les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat, ensuite à tenir compte de ces accords pour en faire une loi. C'est ce qui a été fait au départ, en 2013, avec notamment la loi sur la sécurisation de l'emploi. Qui a été une réussite d'ailleurs. Qui a été une réussite, pas forcément au niveau des résultats en création d'emplois. En tout cas dans la méthode. Mais dans la méthode, c'était une réussite, effectivement. Il y a eu plusieurs réussites. Même à la limite, le pacte de responsabilité entra aussi un petit peu dans cette démarche, puisqu'il y a eu après aussi une sorte d'accord qui a été signé entre des syndicats et le MEDEF. Là, il a fait l'inverse. Il sort un texte de loi en disant du reste aujourd'hui que finalement ce texte de loi n'existe pas. Il n'a pas été présenté. Il a dit qu'il n'a pas été encore présenté au Conseil des ministres, donc il n'y a pas de texte de loi. C'est le cas, sauf que ça met quand même plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue. Et donc on débat quand même depuis 3 semaines de ce non-projet de loi. Donc il a fait l'inverse. Donc aujourd'hui il est dans une section de rattrapage. Ça arrive un peu tard. Donc on fait la concertation, il de l'avoir fait avant, on l'a fait après. Et on essaye de recoller les morceaux, ce qui va être compliqué. Il y a 2 écoles, Claude Veil. Il y a ceux qui disent, comme vous, Michel Noblecourt, effectivement, il y a une méthode à l'envers. Il y a d'autres qui disent, mais il y a urgence dans ce pays. Il y a urgence. Regardez la situation. Il a voulu aller vite. Il reste quelques mois. Voilà. L'urgence, elle ne date pas de la semaine dernière. Toute cette affaire est montée, on le voit bien, en dépit du bon sens et à contre-temps. Il est évident qu'une réforme d'une telle ampleur pour un gouvernement de gauche qui touche je dirais presque au sacré de la gauche, le code du travail, c'est 100 ans de combat des socialistes. Dire tout à coup, mais finalement j'ai bien réfléchi, c'est pas la bonne approche, il faut pas visser le code du travail, il faut au contraire le libéraliser, l'assouplir. C'est à peu près comme si le pape arrivait à la télé et disait j'ai bien réfléchi cette nuit, finalement Dieu n'existe pas et Jésus-Christ n'est pas son fils. On serait un peu perturbé si le pape disait ça. Tout ça aurait supposé, ce sont des réformes qu'on ne peut faire qu'en début de mandat, après avoir une préparation des esprits, après avoir mené une concertation, en cherchant des points de consensus sur lesquels on puisse ancrer le texte. Rien de tout ça n'a été fait. Ce texte qu'on nous avait présenté comme équilibré, souvenez-vous, c'était le fameux discours plus de droits, plus de souplesse pour les entreprises, plus de droits pour les travailleurs. Ce qui est un peu un zèbre sans rivure. Un texte qui donne plus de droits aux patrons et plus de souplesse aux patrons et plus de droits aux travailleurs. Je ne sais pas bien comment on fait ça. Mais enfin bref, c'était la promesse. Et les gens ont vu arriver un texte qui n'était pas du tout ce qu'on envisageait. Et donc, qui se condamnait ou bien
au passage en force, ça n'est pas sa nature, et ni son intérêt s'il a l'intention de se représenter, soit à battre en retraite. Et donc on va commencer à rétro-pédaler, on va augmenter la taxe sur la fiscalité sur les CDD. Oui, mais le problème, c'est que ce genre de contestation, l'expérience montre que ce genre de contestation, quand elle démarre et quand elle commence à monter, on va voir la semaine prochaine, les concessions du pouvoir nourrissent la contestation. Elles ne l'éteignent pas, en général, elles la nourrissent. De toute façon, Claude Veil, on est d'accord, quand bien même la méthode est mauvaise, quand bien même le calendrier est mauvais et ça arrive en fin de mandat, de toute façon, ce type de réforme, partout où elles ont été entreprises, ont mis dans la rue des centaines de milliers de gens. Absolument. En Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie. Et ça met du temps à produire des résultats. Ça met du temps à produire des résultats. Il n'a plus de toute façon, même en étant fidèle à sa méthode, il ne se serait pas épargné sans doute des défilés. Le pire, c'est qu'il fait ça à la fin du mandat et il n'a plus la force politique pour pouvoir résister à de tels mouvements. C'est banal de dire ça, mais lancer une réforme de cette ampleur, cette portée symbolique surtout, plus encore que l'ampleur, lorsqu'on est à 18 ou 20 ou 22% d'opinion favorable dans les sondages et qu'on n'a pas de majorité pour la voter, c'est quand même se mettre dans un corner dont il est difficile de sortir. Je vais me faire l'avocat du diable, Michel Noblecourt. Imaginons qu'il avait proposé cette réforme au début du quinquennat. C'est là qu'on se demanderait, mais d'où cela vient? Or là, ça vient après tout un processus, un tournant, un virage social-libéral. Cette loi, elle ne surprend pas par le fond, finalement, après tout ce qui a été fait et puis dit par le Premier ministre et François Hollande. Elle ne surprend pas, mais elle aurait pu surprendre. Au départ, la loi qui avait été projetée, c'était une loi sur une des réformes que François Hollande qualifiait d'un peu d'emblématique, qui était ce qu'on appelle le compte personnel d'activité, le CPA. Et donc le CPA, c'est ce qu'on appelait aussi la sécurité sociale professionnelle. Donc c'est des droits attachés à la personne, quel que soit son statut. Et il s'était présenté comme la grande réforme sociale du quinquennat. Résultat, le CPA, il est dans la loi. Il est inclus, il est noyé, je dirais, dans la loi El Khomri. Il est en bout de texte, avec une très très mauvaise communication. Je veux dire, pratiquement jamais ce CPA n'a été mis en avant ni par François Hollande, ni par Manuel Valls, bien sûr. C'est Laurent Berger qui le met en avant. C'est Laurent Berger qui le met en avant, et certainement pas par Myriam El Khomri. Donc là encore, il y a une sorte de raté que je trouve assez non, moi je trouve phénoménal. même qu'il y a quelque chose d'incompréhensible. C'est si loin, non seulement de la doxa hollandienne, c'est-à-dire je réforme par la concertation, la négociation sociale, mais c'est si loin même de son tempérament. Parce que s'il y a un talent que tout le monde reconnaît à François Hollande, c'est un, d'être un très très grand observateur politique, qui sait parfaitement sentir le climat, et deux, d'arriver à trouver un passage, même lorsque les rochers sont très près. C'est un navigateur mais auprès. Bruno, je dis, si on sent ce climat qui est inflammable presque de manière permanente, alors on ne fait rien, on ne réforme pas. C'est ce que pourrait dire aussi François Hollande. Si je peux sentir le climat, si je peux voir les gens dans la rue, je ne fais rien. Mais justement, pour peut-être approfondir ce que vient de dire Claude Veil, c'en est troublant et même du coup on se pose la question de savoir que cherche François Hollande au fond. Il sait qu'en mettant sur la table cette réforme, il y a assez peu de chances qu'on l'applaudisse. Il y a surtout beaucoup de chances pour qu'on manifeste contre lui, qu'on réclame sa démission dans la rue comme c'était le cas hier. Et du coup, on se demande s'il ne faut pas relier ça aussi à la promesse de François Hollande de se représenter que si le chômage baisse. Et du coup, même, quelles sont ses intentions pour cette fin de quinquennat? Est-ce qu'au fond, c'est d'aller jusqu'au bout et de finir, j'allais dire, presque fin sacrificielle, hein. Au fond, il sait qu'il ne se représente pas. Il veut laisser une trace dans l'histoire. Et donc, il tente cette réforme impossible pour son successeur, ses successeurs. C'est vrai que la question se pose. C'est vrai que ça ne lui ressemble pas du tout, mais ça m'évoque, moi, les derniers mois du gouvernement Zapatero en Espagne, où les socialistes savaient qu'ils avaient perdu. C'était inéluctable, ils n'avaient aucun doute qu'ils allaient perdre les élections. Et donc, ils ont imposé à l'Espagne une cure d'austérité très très dure. Et le discours de Zapatero était l'histoire me rendra justice, je n'ai pas sacrifié les intérêts du pays et mes intérêts électoraux. Ça, c'est la petite musique qui court, hein, Michel Noblecourt, parfois dans les allées du pouvoir, puis entre journalistes depuis quelques semaines. Et si finalement François Hollande n'y allait pas, n'était pas candidat, puis s'inscrivait dans l'histoire, alors c'est pas la grande histoire, c'est pas une loi aussi qui va fondamentalement bouleverser le paysage, mais quand même, elle change la culture du travail. C'est quand même une loi que la droite n'a pas fait. Pensez que dans 10 ans, on s'en rappellera.
Je veux dire que si le texte qui était présenté, si c'était ce texte qui était adopté, alors là, franchement, au-delà de la droite n'a pas fait des mesures techniques sur lesquelles on peut discuter, c'est une vraie rupture philosophique. Il y a deux droits du travail, en gros. Il y a le droit anglo-saxon qui privilégie la souplesse et le gré à gré, et il y avait la tradition française d'un code du travail très vissé, très bétonné, etc. On change de logique, Après, une fois qu'on aura ouvert cette porte, je dirais, comme disait le sapeur Camembert, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. On peut aller vers un système à l'anglo-saxonne. Michel Noblecourt, puis on va passer à la folle semaine qui arrive. Moi, je crois que la loi, si elle arrive à son terme, elle ressemblera pas forcément à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je pense que la réforme risque d'être ratée aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Vous rejoignez ce de que sa dit Nicolas démarche. Sarkozy dans votre journal hier, la montagne va accoucher d'une souris. Je ne sais pas si je rejoins ce que dit Nicolas Sarkozy, mais je pense que François Hollande, pour obtenir effectivement... C'est pas une insulte, est-ce que la montagne peut accoucher d'une souris? Non, je n'ai pas pris ça pour une insulte. Simplement, je veux dire que pour arriver effectivement à faire accepter cette loi, il faut qu'il l'améliore, comme on dit là, donc pour entraîner au moins la CFDT, qui est son partenaire privilégié depuis le début, sans effaroucher le MEDEF. C'est un exercice compliqué. Alors, François Hollande est un homme de synthèse. Il l'a montré quand il était à la tête du PS. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver effectivement une voie très étroite. C'est plus équilibré, c'est le funambule. Donc forcément, on va dépecer un peu la... Le cours décrit ce qu'ils vont essayer d'obtenir en début de semaine prochaine, lundi. Manuel Valls, en obtenant, on voit bien que l'idée, c'est d'accrocher un accord avec les syndicats réformistes, la CFDT en tête, d'y associer le MEDEF, et ensuite, au nom de ce paritarisme, de ce fragile accord sur le paritarisme à la française, et bien ensuite tenir cette ligne-là pour aller jusqu'à la présentation au Conseil des ministres et espérer obtenir une majorité, je ne sais pas laquelle, à l'Assemblée. Après, il y a les points. Est-ce que ça suffira pour dégonfler il y a les points sur lesquels on peut débattre parce qu'ils ne touchent pas au cœur du dispositif. Par exemple, la semaine de travail des apprentis. Bon, là-dessus, le gouvernement peut céder, c'est pas grave. En revanche, il y a des points forts. Le fameux article 30 bis qui vient de chez Macron, c'est-à-dire qui a été rajouté une extrémité. Alors rappelez-nous de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement de définir ce que sont les conditions économiques dans lesquelles l'entreprise peut licencier. Mais ça, c'est la philosophie du texte. Toucher à cet article, c'est changer la philosophie du texte. Si on touche à la barémisation des indemnités, là, il est évident qu'on est sur l'os. Ça pose de questions même, évidemment... Il y a un petit peu de marge de manœuvre, là, quand même, sur la... On peut monter... Sur le principe de la barémisation... c'est difficile. Manuel Valls peut difficilement accepter qu'on y renonce. Or, il y a un certain nombre de syndicats qui ne veulent pas entendre parler de barème du tout, donc, y compris la CFDT. Si on résume, Bruno, je dis, il y a les syndicats, il y a les jeunes dans la rue, il y a la droite qui observe l'opposition, il y a la gauche, il y a aussi, dans tout cet échiquier-là, Manuel Valls. Pour François Hollande, c'est un paramètre dont il doit tenir compte, parce que vous l'avez rappelé, Manuel Valls n'est pas prêt à toutes les concessions sur ce projet. Il me paraît clair que sur les 3 ou 4 points centraux du texte, Manuel Valls, à mon avis, peut jouer son maintien à Matignon. Ça, vous y croyez ? Moi, je pense que s'il avait eu à partir, ce serait déjà fait. Il s'est engagé dans la voie de ses correctifs ou améliorations et donc il les avalera jusqu'au bout, à mon avis, maintenant. Alors et maintenant, Michel Noblecourt, c'est une folle semaine qui s'annonce pour l'exécutif. Il y a toujours ces consultations, les manifestations et puis il y a une bataille homérique au Sénat avec le projet de révision constitutionnelle. Est-ce qu'entre la loi travail et ce projet de révision constitutionnelle, pour François Hollande, ce sont clairement deux axes majeurs de son quinquennat qu'il est en train de jouer ? Deux axes majeurs. On aurait pu imaginer que la déchéance de nationalité ne serait pas forcément un axe majeur de son quinquennat. C'est quand même une position qui a pris à revers son électorat et son parti. Donc moi, je crois que là encore, c'est un terrain sur lequel le président de la République risque de se casser les dents. Tel que c'est parti, il n'y aura pas de réunion du Congrès. Le Sénat a adopté un texte qui n'est absolument pas conforme à ce qui avait été adopté par l'Assemblée nationale, en disant que c'est plutôt plus conforme au texte qui était présenté au départ. Ce qui avait été dit au Congrès. Oui. Ce qui avait été dit au Congrès. Et donc, visiblement, François Hollande n'arrivera pas au terme du processus qu'il a engagé, c'est-à-dire une révision de la Constitution, sauf peut-être éventuellement sur l'état d'urgence, sur la question de l'état d'urgence, mais alors, certainement si pas sur la déchéance de nationalité. C'est intéressant, Claude Weiss, si ça se passe comme ça. Et c'est vrai que les sénateurs, déjà, ont validé mercredi une réécriture de la révision constitutionnelle en choisissant de limiter la possibilité de déchéance de nationalité aux binationaux pour éviter de créer des apatrides. Et ils sont revenus, comme vous l'avez dit, à ce qu'a dit initialement François Hollande. S'il y a cet échec-là, est-ce que les Français vont lui faire porter cet échec-là ? Est-ce que la déchéance de nationalité, c'est encore
frais dans leur esprit, parce qu'on est passé par des débats à l'Assemblée. C'est vrai qu'on a un peu zappé l'épisode. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de préoccupation majeure des Français. Je pense qu'on peut aller vers un enterrement, en fait. D'ailleurs, le cimetière constitutionnel est plein de réformes qui n'ont jamais abouti, tout simplement parce qu'on n'a pas pu mettre d'accord l'Assemblée et le Sénat. Je ne suis pas convaincu même que le gouvernement reparte pour un tour à l'Assemblée nationale, qui rétablirait sa première version, et on revient au Sénat, qui rétablirait sa première version, qui se trouve être en effet au plus près de ce qu'avait proposé à l'origine le président de la République, c'est-à-dire pas de déchéance pour des simples délits, et deuxièmement, pas de cas d'apatridie. Donc, c'est... Sur le fond, je ne me prononce pas, encore que les délits, ça me paraît une très bonne idée de les retirer. Mais c'est assez habile, en tout cas, de revenir au plus près de l'intention présidentielle, parce qu'on peut difficilement les soupçonner d'avoir voulu torpiller la réforme. Moi, je suis un petit peu plus prudent sur la réforme constitutionnelle, quand même, parce que je pense qu'il reste une ultime chance à François Hollande. C'est quand même Gérard Larcher, président du Sénat. Les deux hommes entretiennent une bonne relation. Je pense que Gérard Larcher, quelque part, a envie que le Sénat joue un rôle important. Il pourrait être il se verrait bien aussi en homme de la double synthèse, synthèse avec Hollande et synthèse dans son propre camp. Oui. Moi, je pense que c'est pas totalement terminé. Non, c'est pas totalement terminé. Ça paraît compliqué aujourd'hui. Je suis pas sûr non plus que Gérard Larcher puisse s'engager pour tous les sénateurs. C'est uniquement l'article 2 qui maintenant est concerné, parce que sur l'article 1, il y a la possibilité de trouver une entente très facile avec l'Assemblée nationale. Donc, il faut voir. À mon avis, maintenant, cette histoire se jouera entre Hollande et Larcher. Mais quel que soit l'épilogue, la fin de l'histoire, Michel Noblecourt, on va encore voir ici, au Sénat, comme on l'a vu à l'Assemblée, des batailles homériques à l'intérieur, encore une fois, de la gauche, parce qu'il va y avoir des débats, ils seront télévisés. D'ailleurs, nous ferons beaucoup d'éditions spéciales, on va couvrir tout cela. On va encore voir ce spectacle d'une gauche divisée. Oui, c'est tout le problème de François Hollande aujourd'hui, c'est qu'il est effectivement, et la responsabilité qui est la sienne, c'est qu'il y a contribué largement dans la dernière séquence de son mandat, c'est qu'il a une gauche totalement fracturée. Et c'est pas seulement le débat entre la gauche de la gauche et le Parti socialiste, c'est un Parti socialiste qui lui aussi est fracturé, qui est au bord de la rupture, au bord de l'implosion. Et donc c'est effectivement une situation qui est plus que préoccupante pour le président. Je pense que les historiens un jour se pencheront sur cette énigme d'un président qui passe pour être le plus prudent qui soit. C'est vraiment François Hollande, c'est l'homme qui porte ceinture et bretelles, qui termine son quinquennat par 2 réformes qui prennent absolument à rebrousse-poil la base même de son soutien politique. Pourquoi les historiens, on n'a qu'à voir ce qui se passe en dehors de la France. C'est la social-démocratie. Il y a pas non, la social-démocratie est faite pour trahir. C'est ce qu'on disait chez les trotskistes quand vous étiez plus jeune. Mais il y a un timing dans un quinquennat. En général, on commence par remercier ses électeurs. Ensuite, on lance les réformes compliquées qui demandent du temps à mettre en œuvre, et puis à la fin, on câline sa base politique. À un an de l'élection présidentielle, ou un tout petit peu plus, cabrer comme ça sa base politique et fracturer, c'est une réalité qui est aujourd'hui de gauche. Il ne les a pas inventées, elles existaient. Mais sauf que il s'est comporté de manière telle que l'explosion des gauches s'est faite presque en direct et d'une façon théâtrale. Oui, mais finalement, Claude Veil, comme moi, vous avez suivi beaucoup l'évolution de la gauche depuis 2002 et ce fameux deuxième, entre-deux tours de la présidentielle de 2002. On voit bien que François Hollande, au fond, entre 2012, finalement, jusqu'à ce milieu d'année 2015, comme si finalement il y avait eu très peu de travail, un vrai travail de réflexion sur ce que veut le PS, ce que doit faire le PS quand il est au pouvoir. Finalement, c'est peut-être 18 derniers mois de quinquennat où voilà, les choses sont tranchées. Petit à petit, François Hollande décide de trancher finalement les choses dans ce débat entre les deux gauches qui n'en finit pas, qui n'a jamais vraiment été mis sur la table. Celui qui veut trancher, il l'a dit de manière tranchée d'ailleurs, c'est Manuel Valls, les deux gauches irréconciliables. Avec sa méthode à lui, qui est évidemment pas celle de François Hollande, n'en reste pas moins que c'est quand même Hollande qui est quand même l'instigateur de cette loi El Khomri. C'est quand même lui qui a fait le choix de la déchéance de nationalité. Alors après, on peut dire Valls c'est brutal, mais c'est quand même Hollande qui a fait les choix au départ. Enfin, le paradoxe, c'est que toute sa stratégie telle qu'elle se déroulait était de ressouder son électorat et d'empêcher une cristallisation sur sa gauche parce qu'il joue sa qualification pour le second tour. Si, encore une fois, s'il a l'intention d'être candidat. Mais encore une fois, c'est ça qui est curieux. Tout le monde sait bien qu'il ne récupère pas une partie importante de la gauche et même de toute la totalité pas seulement de la gauche de la gauche, il est dans une situation très compliquée au premier tour. C'est ça qui est incompréhensible. C'est ça qui est absolument... Et je pense que... Alors si vous ne comprenez pas... Non, je pense que ce sont les historiens qui éclairciront ce mystère.
C'est un peu illisible, quoi. C'est un peu illisible. Et Michel Noblecourt, il y a aussi tous ceux qui nous regardent de l'extérieur, parce que si on a une loi travail qui va être édulcorée, une révision constitutionnelle qui n'irait pas jusqu'au Congrès, est-ce que ce serait peut-être pas une France congelée, mais une fin de quinquennat congelée, et puis une impression, on le dit très souvent, et puis je vais en parler dans quelques instants, j'en profite pour montrer son livre, Nicolas Bavrez, dans sur un volcan, qui dit que c'est un pays irréformable. Oui, c'est un pays qui est difficilement réformable. Cette image que nous avons aujourd'hui en Europe. Difficilement réformable. Non, c'est pas nouveau. Oui. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'en fait, on le sait, nos campagnes présidentielles sont folles. Et encore la dernière, il n'y avait pas eu tant de promesses que ça, mais il y en avait quand même eu des promesses très imprudentes. Les candidats se font élire sur la base de programmes qui sont souvent pas réalisables ou qui sont largement insuffisants par rapport à la situation de crise que connaît le pays. Je pense que la prochaine, il faut l'espérer, qu'il y ait un vrai contrat qui soit passé avec les Français, avec les réformes détaillées et pas des têtes de chapitre où on met de côté ce qui fâchera. C'est sur cette base-là, peut-être, d'un vrai contrat avec le pays que, à ce moment-là, il deviendrait réformable. Je pense qu'il avait contrairement peut-être à ce que dit Nicolas Bavrez, mais il défendra son livre. Je pense que François Hollande, au départ, justement, a voulu faire la démonstration dans une première séquence qu'il avait annoncée comme étant pas une séquence facile, une séquence plutôt de rigueur, même si on ne prononçait pas le mot avant la séquence distribution de miel. Il l'avait indiqué dans sa campagne. Il a essayé de faire la démonstration que justement la France n'était pas irréformable. Il y a quand même eu quelques réformes qui ont été faites au départ. Je parlais tout à l'heure de l'accord sur l'actualisation de l'emploi. C'est une réforme du marché du travail. Il y en avait déjà une en 2008. Celle-ci l'a complétée, l'a amplifiée. Et donc, il y a eu effectivement une sorte de nouveau compromis social limité au niveau des partenaires, mais qui a quand même réussi à faire un peu bouger les... Et puis la machine s'est cassée. Mais qui a cassé son jouet alors ? Il y en a qui sont plus brutaux que d'autres dans la façon de manier les jouets. Je voudrais qu'on conclue juste un mot sur Manuel Valls, parce que je vous ai entendu dire, Claude Weill, tout à l'heure, qu'il pourrait partir. C'est assez étonnant quand même, parce que lorsque Christiane Taubira a démissionné, le Premier ministre a dit clairement que pour lui, résister, c'est rester. Comment pourrait-on prendre un départ avec fracas maintenant, à 14 mois de la présidentielle, alors qu'il y a toujours une menace permanente, il ne faut pas l'oublier, terroriste, qu'on est dans un contexte compliqué, le Premier ministre pourrait claquer la porte ? Non, il peut tout. Moi, je ne fais pas de pronostic sur la suite des événements. Simplement, si le président de la République était amené à retirer le texte ou à le désosser tel qu'il n'en reste rien, je ne suis pas convaincu que dans ce cas-là, que Manuel Valls resterait. Le problème, c'est que tous ces gens gèrent aussi, François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron et la droite demain gèrent aussi l'épuisement d'un modèle politique. C'est-à-dire ces fameux bipartisme, en gros, qui a fonctionné depuis 1958 et qui aujourd'hui est à bout de souffle. Parce que lorsque vous gagnez l'élection présidentielle aujourd'hui, par la magie du second tour, vous rassemblez 50,1 voix, sauf qu'au premier tour, vous avez 25%, et qu'au bout d'un an, 2 ans de plus d'exercice du pouvoir, vous vous trouvez ramené à 25%. Et Sarkozy en a fait l'expérience, et ensuite François Hollande. Or, on ne gouverne pas, on ne réforme pas en profondeur un pays comme la France, avec un quart de l'opinion publique. Et c'est là la difficulté fondamentale. D'où la gamberge d'un certain nombre de gens. Vous avez lu, comme moi, l'interview d'Emmanuel Macron dans l'Express, dans lequel il rêve ouvertement d'une reconfiguration pour du l'instant, système c'est un rêve, français qui permet de faire travailler ensemble la gauche de la droite et la droite de la gauche, parce que là, il y a peut-être une majorité possible pour faire ces fameuses réformes qui, en effet, dans la configuration actuelle, sont très compliquées. En conclusion, merci beaucoup. Merci, messieurs. Restez avec nous. Poursuivre à présent, comme tous les jeudis, vous le savez, la chronique, mais cette fois-ci tout en dessin de la semaine d'Hervé Baudry. Il croque l'actualité et il est inspiré, je l'espère, comme tous les jeudis. Bonsoir Hervé Baudry. Bonsoir Sonia, bonsoir à toutes et à tous. Une grosse semaine aujourd'hui, ce soir, pardon. Elle devait se faire discrètement, mais paf, c'est raté. La remise de la Légion d'honneur au prince héritier d'Arabie Saoudite n'est pas passée inaperçue, vous l'avez su. On aurait pu inventer pour l'occasion peut-être la Légion du sabre d'or, peut-être plus appropriée. On va passer de l'or à l'eau maintenant. Opération Sequana 2016. Paris et la région Île-de-France, vous savez, font en ce moment simulent dans des exercices une crue centennale. Oui. À noter aussi que les plus hautes autorités de l'État sont déjà à la manœuvre. On le voit, il faut absolument protéger tous les dossiers. Et on va revenir maintenant en Turquie, où nos confrères du quotidien Zaman
ont vu leur journal passer sous la tutelle des autorités. L'Europe a donc besoin d'Erdogan pour résoudre l'affaire des migrants, mais est-elle prête à fermer les yeux sur le musellement de la presse et les violations des droits de l'homme en Turquie? Et Zeman devient Erdogan, oui. Exactement. Le 8 mars, c'était la journée internationale pour les droits de la femme. J'en profite pour vous dire, Sonia, que je suis à chaque fois honoré de partager votre plateau le jeudi. Voilà, c'est fait. Vous pouvez me dire tous les jours, hein, c'est la journée des droits des femmes tous les jours. Une journée fêtée aussi en Corrèze, et oui, même si cela peut parfois agacer. Ne pas embêter Bernie et ne pas lui souhaiter une bonne journée ce jour-là. Et de 10 pour la primaire à droite, et oui, 10 le 8 mars, journée symbolique. Donc c'était une femme qui s'est déclarée candidate, Nathalie Kosciusko-Morizet, pour faire le plein de ses parrainages, tenterait, paraît-il, d'obtenir le soutien des parlementaires centristes. On l'a connue sur le Nini, peut-être maintenant UDI. D'ailleurs, une réaction, Bruno Jeudi. Elle a toutes les chances d'avoir ces fameux parrainages des parlementaires. Il y a un coup de pouce quand même pour les avoir. Aujourd'hui, non, elle les a va pas. avoir ce coup de pouce? Il faut voir l'intérêt de Nicolas Sarkozy à les lui donner, par exemple, pour essayer de piquer des points à Juppé. Par exemple, ça peut être une solution. En même temps, il commence à y avoir, ça commence à faire beaucoup de monde. Patrick disait 10, peut-être 11 avec Michel Alliot-Marie. Et au secours, une équipe de football. Je crois que c'était Cambadélis qui avait rigolé sur ce sujet. Alors là, c'est pas 11-10, mais c'est entre... c'est hier, les étudiants lycéens et salariés ont défilé contre le projet de réforme du travail. Entre 220 000 et 500 000 personnes, selon les différentes organisations, se sont rassemblées dans toute la France, malgré une météo maussade. Tunisie, maintenant, la ville de Bergardane, on en a parlé également, a été attaquée par l'État islamique qui a tenté d'enrôler la population dans l'insurrection. Peine perdue, la population s'est jointe aux forces de l'ordre pour repousser les assaillants. Courage donc à nos amis tunisiens. Et pour terminer, la découverte donc de la fameuse liste de 22 000 djihadistes sur une clé USB, info intox, mais là on a peut-être une playlist. Très bon, voilà. Très bon. Merci beaucoup Hervé Baudrillard. À la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Il est 23h, tout de suite le rappel des principales informations de la soirée avec Paul Bouffard. Des améliorations, des précisions, mais pas de retrait. François Hollande a pris la main sur la réforme El Khomri lors d'une visite dans une PME de Seine-et-Marne. Le chef de l'État fait de la pédagogie et livre sa vision du contrat de travail. On l'écoute. Le CDI, le contrat à durée indéterminée, ce doit être la voie normale, la voie générale pour rentrer dans l'entreprise. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai constaté encore qu'il y avait des jeunes et même des moins jeunes qui attendaient 30-35 ans pour rentrer dans une entreprise avec un contrat à durée indéterminée. Donc notre volonté, c'est bien sûr de créer de l'emploi, c'est de favoriser des embauches, c'est de former davantage de demandeurs d'emploi pour être en capacité d'entrer sur le marché du travail, mais surtout de pouvoir disposer d'un contrat à durée indéterminée. Des améliorations souhaitées par le président, mais quelles sont réellement les marges de manœuvre du gouvernement? Les propositions commencent à émerger. Demain, Manuel Valls rencontrera les organisations étudiantes à Matignon. Sophie Normand-Couturier. C'est une demande réitérée par tous les syndicats à chaque négociation sur l'assurance chômage, la taxation des CDD. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, l'a réclamé encore fin janvier. La piste est bien sur la table des négociations, confirme la ministre du Travail. C'est sur la table et ça relève des partenaires sociaux, puisque c'est eux qui négocient. La proposition existe, elle est portée par certains partenaires sociaux dans le cadre des négociations autour de l'assurance chômage. Et je dis, c'est en corrélation avec ce projet de loi qui vise à réduire la précarité et encourager le CDI. Et les débats s'annoncent houleux. La CGPME s'y oppose fortement. Le syndicat des patrons des PME dénonce une augmentation du coût du travail qui pénaliserait la création d'emplois. Autre concession que s'apprêterait à faire le gouvernement, l'abandon de l'allongement du temps de travail des apprentis. L'avant-projet de loi travail prévoyait de passer de 35 à 40 heures par semaine. Myriam El Khomri, qui se dit inscrite dans une démarche de dialogue et d'écoute, serait prête à l'abandonner également. 22 000 fichiers, 22 000 noms de djihadistes de Daesh. La chaîne anglaise Sky News affirme avoir mis la main sur ces documents. Le listing contient des noms, des adresses ou encore des numéros de téléphone. Une mine d'informations qui est en cours d'analyse par les services antiterroristes européens. On en parlait tout à l'heure, François Hollande annonçait des recrutements dans les forces armées au lendemain des attentats de Paris. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, lance aujourd'hui une vaste campagne de recrutement de réservistes. Objectif, 1000 personnes opérationnelles quotidiennement d'ici à 2 ans. Le budget sera aussi revalorisé, 125 millions en 2018. Écoutez la réaction de Christian Cambon, sénateur Les Républicains et membre de la Commission de la Défense et des Forces armées.
Le but n'est pas d'attirer les gens à rejoindre la réserve citoyenne, il faut aussi leur donner des équipements, des moyens d'action. Donc je pense que c'est un budget qui devient significatif dans une contrainte budgétaire que nous connaissons tous. Affaire Vincent Lambert maintenant. La justice a désigné Rachel Lambert, tutrice de son mari. Une décision aussitôt contestée par les parents. Ils ont fait appel de cette décision. Jordan Klein. C'est une affaire qui dure depuis maintenant 8 ans. En 2008, Vincent Lambert, accidenté de la route, devient tétraplégique. Deux parties s'opposent sur son avenir. D'un côté, ses parents qui souhaitent le maintenir en vie, et de l'autre, sa femme et son neveu qui demandent l'arrêt des traitements. En juin 2015, après plusieurs recours de ses parents pour ne pas arrêter les soins, c'est finalement le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme qui tranchent. Ils valident la décision d'interrompre les traitements. La Cour européenne des droits de l'homme en bonne santé vient de donner un signal très fort, très clair, dramatique et funeste. Aujourd'hui, on ne protège plus ceux qui doivent être protégés. Mais contre toute attente, l'hôpital refuse de poursuivre la procédure au motif de menaces et de pressions extérieures. Je pensais qu'avec la Cour européenne qui entérinait une telle décision, Vincent pouvait être enfin respecté. A l'inverse, ce coup de théâtre réjouit les parents de Vincent Lambert qui voient là une lueur d'espoir. On attend maintenant la décision du procureur, mais le souhait le meilleur serait que Vincent soit transféré. L'hôpital de Reims demande alors la mise sous tutelle de Vincent Lambert. La justice confie cette responsabilité à sa femme pour une durée de 10 ans. Une décision qui ne change rien pour l'arrêt des traitements, toujours suspendu à la volonté du corps médical. Du bio et du local dans les restaurants collectifs. Hier, le Sénat a examiné le texte sur l'ancrage territorial de l'alimentation. En banlieue parisienne, 16 villes ont relevé le défi. Elles militent pour fournir les cantines scolaires et les maisons de retraite avec ces produits locaux et bio. Géraldine Bavoilo. Du riz de Camargue, des lentilles de Seine-et-Marne, des conserves de légumes, tous ces produits sont biologiques. Chaque jour, 40 000 assiettes sont préparées par le Ciresco à Bobigny. Ce syndicat intercommunal pour la restauration collective est un exemple. C'est la plus grande plateforme de distribution de repas en France et pourtant, pas d'excuses pour faire l'impasse sur le bio. Aujourd'hui, on arrive à 16 villes qui ont fait le choix de mutualiser leurs moyens de production pour fournir des repas aux enfants, et pas seulement les moyens de production, mais aussi leurs réflexions pour savoir ce qu'on met dans l'assiette. L'économie faite sur les portions de nourriture est réinvestie dans les produits de meilleure qualité, donc il n'y a pas de surcoût. Dans une période où il y a des contraintes financières dans les collectivités locales, il y a des choix opérés. Tout le monde s'accorde à penser que 25% du repas n'est pas consommé. Du repas consommable n'est pas consommé, donc gaspillé. Et bien là, il y a une marge d'action. Là, il faut réduire et on travaille avec les villes. L'approvisionnement est la clé. Une fois que le produit est trouvé, un partenariat entre l'agriculteur et la plateforme est signé. Le syndicat intercommunal ne plaide pas en faveur d'un quota. 20% d'alimentation bio ne doit pas être un objectif, car il faut aller au-delà. Et comme chaque soir, c'est l'heure de la revue de presse. Et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens et des hebdos. On va commencer, Paul, avec la couverture de Marianne. Le déshonneur, c'est le titre de l'hebdo cette semaine. Document exclusif, comment la France se vend à l'Arabie Saoudite. Le magazine qui indique qu'au nom de la diplomatie économique, François Hollande n'a pas hésité à remettre la Légion d'honneur au ministre de l'Intérieur saoudien. C'était la semaine dernière. Marianne, qui de Sarkozy à Hollande fait des révélations sur ce qu'ils appellent les liaisons dangereuses entre la France et la péninsule arabique. Libération à présent, et c'est une édition spéciale. Le quotidien des Syriens, Libération, écrit en lettres arabes. Cette illustration aussi sur fond rouge, une bombe et un jeu de chaises volantes. Un numéro de Libération entièrement rédigé par des journalistes, des intellectuels ou encore des artistes syriens. Dans le journal, tous racontent leur pays en guerre depuis 5 ans. On passe maintenant à l'Union. L'édition de l'An, Sonia. Cette information, la Picardie pourrait disparaître du futur nom de la grande région. Le journal nous informe que Hauts-de-France, Nord-de-France ou bien encore Terre du Nord, ces 3 appellations ont été retenues par le Conseil régional. Ce sont des lycéens et des apprentis qui ont fait ces propositions. Actuellement, je vous rappelle, la région se nomme Nord-Pas-de-Calais-Picardie. On finit avec le Figaro. Le monsieur plus de la droite, comme le surnomme l'éditorialiste Paul-Henri de Limbert. Emmanuel Macron n'en finit plus de faire parler de lui. Le Figaro souligne que ses ambitions exaspère les socialistes, mais le journal précise que, sourd aux critiques de son camp, le ministre de l'économie cultive sa popularité et commence à organiser ses réseaux. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin.
Mon invité ce soir est essayiste, historien, économiste, avocat. Il a publié plus d'une vingtaine d'essais et son dernier livre en date s'intitule « Danser sur un volcan, espoir et risque du 21e siècle » publié chez Albin Michel. Nicolas Bavrez, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Avant de parler des bouleversements de notre monde que vous décrivez dans votre livre et que nous vivons en ce moment, quel regard vous portez, c'est le débat qu'on vient d'avoir, sur la France et en particulier sur la fin de quinquennat de cet exécutif? On voit que c'est un quinquennat, j'allais dire, qui s'achève dans le chaos, avec deux textes mort-nés, une révision de la Constitution qui ne verra sans doute pas le jour, et puis une réforme du marché du travail, qui était une bonne réforme sur le fond, mais qui va droit à un échec programmé, là encore parce qu'elle ne réunit pas du tout les conditions qu'il faudrait pour réussir. Il n'y a pas de forte autorité politique de légitimité derrière. Il n'y a pas de projet de redressement du pays pour l'inscrire dedans. Il n'y a pas de véritable force économique et sociale qui soutienne. Et enfin, il n'y a pas eu de pédagogie à l'usage des citoyens avant. Alors, on essaye de rattraper maintenant les choses, mais à mon avis, c'est beaucoup trop tard. Et donc, on va soit vers un projet qui va être tout à fait annulé ou qui sera largement vidé de sa substance. Et donc, c'est désolant parce que, on l'a rappelé, même s'il y a un peu plus de création d'emplois aujourd'hui dans l'économie française, un des problèmes majeurs de notre pays, un des cancers pour l'économie, mais aussi pour la société et pour la démocratie, c'est le chômage. Et dans un pays qui a 5,7 millions de chômeurs, c'est désolant qu'on n'arrive pas à faire des réformes que chacun sait indispensables, mais que nul n'arrive à mettre en œuvre. Vous employez le mot désolant. Est-ce que vous comprenez aussi, Nicolas Bavrez, j'ai précisé, vous êtes aussi économiste, est-ce que vous comprenez aussi les revendications qu'on a entendues, celles des jeunes dans la rue, qui ont besoin justement de cette vision? Ils ne veulent pas de ce modèle de société d'une manière plus générale. Mais la révolte des jeunes, à mon avis, elle s'applique mal à ce projet de loi qui devrait permettre de créer davantage d'emplois et donc ça devrait être les premiers bénéficiaires. Mais la révolte des jeunes en France, elle est parfaitement compréhensible. Quand on regarde, il y a quand même des générations qui sont véritablement sacrifiées. Aujourd'hui, ces jeunes ont donc beaucoup de mal à rentrer dans l'économie, dans le marché du travail et dans la société. Et d'y rester par ailleurs, après, oui. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a une chose positive, il y a très peu de personnes âgées qui soient pauvres aujourd'hui, c'est 4%. En revanche, on a plus de 18% des jeunes qui sont en situation de pauvreté. Et sur les enfants, on en a maintenant 1 sur 5 qui est en situation de pauvreté. Donc, la jeunesse dans notre pays, elle est la première victime de cette espèce de grande glaciation de l'économie et de la société française. Donc, le fait que la jeunesse proteste, ça, d'une certaine manière, elle a été étonnamment calme jusqu'à présent. Je ne suis pas sûr qu'elle soit sur le... Vous dites étonnamment calme, c'est-à-dire quoi? Que vous prévoyez, vous ne l'espérez évidemment pas, mais vous prévoyez des épisodes de plus en plus violents s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de réforme? Notre pays se trouve maintenant dans une situation dangereuse. Quand on regarde les agriculteurs, là, le désespoir est vraiment là. L'industrie française, elle est au niveau de 1994. On l'a dit, il y a 5,7 millions de chômeurs. On a vu les mouvements des taxis, par exemple. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de frustration et de désespoir dans cette société parce que les gens, maintenant, les Français ont tout à fait conscience des difficultés, voient qu'ailleurs, souvent, les choses commencent à s'améliorer, y compris en Espagne ou en Italie, et que, malheureusement, dans notre pays, tout est bloqué. Donc, on peut arriver à cette situation. C'était le général de Gaulle qui disait que la France ne fait des réformes qu'à l'occasion des révolutions. C'est vrai que si nous continuons à ne pas arriver à faire les réformes, nous finirons par des épisodes de violence. J'entends le mot réforme, mais qu'est-ce que vous, Nicolas Bavrez, vous mettez derrière ce mot réforme? Parfois, on a l'impression que c'est une incantation aux réformes. Réformons, réformons, réformons. Mais que mettons derrière ce mot? C'est très pratique. Les réformes, elles sont à mettre en place des problèmes de l'économie et de la société française. Donc, pour aller très vite, le problème de la production, je l'ai rappelé, une industrie qui est au niveau de 94. Donc il faut qu'on traite notre problème de compétitivité. Aujourd'hui, quand on remet du pouvoir d'achat dans notre économie, il file directement à l'extérieur sous forme d'importation. Donc il faut baisser les impôts et les charges et remettre nos entreprises à niveau de compétitivité. On a tenté de le faire, en partie. On l'a fait en partie, c'est-à-dire qu'on a stabilisé les marges. On avait prélevé
45 milliards sur les entreprises, on est en train de leur rendre à peu près 41 milliards. Donc c'était d'ailleurs l'objectif d'arriver à peu près à la situation de 2010. L'objectif, c'est de créer des emplois aussi. Le problème, c'est qu'on arrive à la situation de 2010. Bon, ensuite, évidemment, le chômage, on l'a dit. Donc sur le chômage, les choses sont quand même assez connues. Plus de flexibilité, plus de sécurité aussi, plus de formation. Enfin, une réforme de l'assurance chômage. Les dépenses publiques, on voit très bien qu'aujourd'hui, le niveau des dépenses publiques étouffe le reste de la société. Donc il faut les diminuer, mais de manière intelligente, en essayant de cibler d'abord les dépenses improductives et en préservant l'investissement et ce qui peut permettre de moderniser notre pays. Et puis enfin, il y a l'éducation. Nous avons 181 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter, pour un investissement de 6,1% du PIB, qui est un des plus élevés du monde développé. Maintenant, dans les classements de l'OCDE, on est 25e sur 32. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. C'est très intéressant. Votre raisonnement, c'est évidemment partir des mots, à MAUX, des problèmes de notre société, pour trouver les réformes. Et ça me rappelle une phrase de Clémenceau, vous allez m'aider à la retrouver. Il disait, il faut savoir ce que l'on veut, à partir de là... En politique, il faut avoir le courage de savoir ce que l'on veut. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, il faut avoir le courage de le dire. Et quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Alors qui fait tout cela? Est-ce qu'on a sauté des étapes aujourd'hui? Je crois que c'est la grande, finalement, la grande tristesse de ce quinquennat, mais qui ne touche pas seulement le président élu. C'est-à-dire que l'élection présidentielle dans la Ve République, c'est normalement le moment où les Français décident de leur destin et de celui de la nation. L'élection de 2012 a été placée sous le signe d'une démagogie déchaînée, donc on en paye aujourd'hui le prix. Et la leçon, d'une certaine manière, de ce qui se passe aujourd'hui pour le projet de révision de la Constitution ou pour le projet de loi El Khomri, c'est que précisément en 2017, qui est par certains côtés une élection de la dernière chance, on ne refasse pas la même erreur. C'est-à-dire qu'en 2017, il va falloir accepter de débattre des vrais problèmes du pays, pas des illusions. Mais attendez, la dernière chance, sinon quoi? Sinon, ce que vous avez indiqué, ça finira par bouger, mais par la violence. Vous le croyez sincèrement? Mais on l'a sous les yeux. Vous avez si parlé vous regardez tout à le désespoir dans certains quartiers, si vous regardez quand même ce qui est arrivé par 2 fois des attentats terroristes majeurs, dont une certaine partie de ceux qui les ont commis viennent de la société française. Donc ce ne sont pas des raisonnements en l'air, c'est la réalité. Vous avez parlé tout à l'heure, je reviens là sur le plan économique, des exemples en dehors de nos frontières. Vous avez cité l'Espagne, alors à part de loin l'Espagne, mais d'autres. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous disent, d'accord, c'est vrai, ils ont créé des emplois, mais ils ont créé des emplois précaires? Qu'est-ce que vous opposez concrètement à cet argument? Il y a une chose très simple à opposer, c'est que tout vaut mieux que le chômage. Et là, il faut être très clair. Même si on fait rentrer toute une génération avec des emplois précaires. D'abord, comme vous l'avez dit, on rentre éventuellement avec un emploi. D'ailleurs, un CDD, il ne faut pas exagérer. Un CDD, ce n'est pas une précarité totale, loin de là. Mais surtout, c'est l'amorce pour rentrer dans l'entreprise, dans l'économie, dans la société. Le travail, c'est beaucoup plus qu'un salaire. Le travail, c'est une place sociale, une place dans la société, un rapport à l'autre, une dignité. Et donc, c'est pour ça que tout vaut mieux que le chômage. Mais vous dites une dignité. Et d'ailleurs, quand vous regardez les endroits où la violence s'est installée, où l'anomie règne, où la pauvreté a tout gangréné, c'est les endroits où il n'y a plus de travail. Mais prenons l'exemple des États-Unis. Voilà un pays qui a plutôt réussi sa sortie de crise. Ça va plutôt bien, mais si on regarde le nombre de travailleurs en très grande fragilité, là je ne parle même pas des travailleurs précaires, il a explosé, et c'est peut-être pour cela que M. Donald Trump, par exemple, le candidat, surfe sur cela. C'est une des raisons. Donc, il peut y avoir cette conséquence. Il y a de paradis nulle part, mais ce qui s'est passé aux États-Unis, comme vous l'avez dit, c'est que quand on regarde la macroéconomie, les États-Unis ont formidablement réussi. Il y a maintenant une croissance bien installée de 2,4% par an. Oui. Le taux de chômage est à 4,9%. Ils ont créé 2,7 millions d'emplois l'an dernier. Le déficit est retombé à 2,4% en venant de 10%. Donc ça peut paraître superbe. Maintenant, il y a des problèmes très sérieux. Le problème des travailleurs découragés, le problème également de la pauvreté qui touche 20% de la population, la fragilisation de la classe moyenne. Et tout ça est venu de l'accroissement très grand des inégalités. Mais si vous voulez, la France est un pays qui a des inégalités de statut. J'ai rappelé par exemple l'éducation, mais
quand on prend les revenus, c'est un des pays, c'est le pays le moins inégalitaire de tout le monde développé. D'où la question. Il y a cela, il y a notre démographie. Elle connaît quelques problèmes, mais elle se porte plutôt bien. Il y a les cerveaux, il y a les compétences, il y a le capital, il y a l'argent, il y a les richesses. Mais qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est la politique. Nous avons un système qui est bloqué. Il y a des atouts formidables, vous l'avez rappelé. C'est un pays qui a un capital humain merveilleux, qui a des pôles d'excellence dans le public, dans le privé, qui a du capital d'ailleurs tout court, qui a une partie des services publics qui fonctionne encore bien, qui a sa gastronomie, son mode de vie, ses paysages. Bref, normalement, c'est un pays de cocagne où on peut tout faire. On peut faire de l'agriculture, de l'industrie, du service, de la place financière, du bâtiment et du tourisme. Mais il se trouve que tous ces secteurs sont aujourd'hui en crise. Pourquoi ? Parce qu'on a plaqué dessus un modèle insoutenable qui est un modèle de décroissance à crédit, c'est-à-dire un modèle où la dilatation du secteur public a étouffé le secteur privé et où par ailleurs tout ceci fonctionne sur une dette qui est devenue énorme et incontrôlée, qui atteint 97,5% du PIB. Si on rajoute la dette ferroviaire et le reste, on est déjà au-delà de 100% du PIB. Et donc, la dépense publique appauvrit aujourd'hui la France et les Français. Enlevez cette chape de plomb, sinon attention aux épisodes violents. Et à l'inverse, il y a des ressources. Enlevez cette chape de plomb et vous retrouverez une vitalité de l'économie et de la société qui étonneront le monde. Nicolas Bavrez, je ne vais pas reprendre le titre de tous vos livres parce que je crois que c'est une question qu'on vous pose souvent, donc je n'ai pas envie de la poser. Mais malgré tout, Danser sur un volcan, je me souviens d'autres titres aussi. On se dit, oh là là, mon Dieu, noir c'est noir, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas uniquement noir c'est noir, parce que le sous-titre le dit, espoir et risque. Vous avez raison. On voit tous ces chocs qui arrivent et qui de fait créent un grand désarroi. La montée de l'État islamique, le retour des empires, la Chine, la Russie, la Turquie, le Brexit, cette Europe qui est écartelée, la plus grande vague de migrants depuis 1945, des cracks aux États-Unis, en Chine, la crise de la zone euro, et puis la grande arrivée du numérique qui dévale et qui frappe tout le... Donc, nos concitoyens, mais aussi peut-être encore plus les dirigeants, sont tétanisés. Et par ailleurs, il faut bien reconnaître que les intellectuels ont largement également échoué à comprendre ce monde, parce que les explications qu'on a données sont toutes fausses. La fin de l'histoire au moment où elle accélérait, la fin du travail au moment où on a vu arriver presque 3 milliards de nouveaux producteurs dans le capitalisme universel, la terre plate, la fin des frontières, au moment où on voit refleurir des murs et des barbelés malheureusement partout, et y compris en Europe. Il y a une sacrée erreur de diagnostic, j'allais dire. Oui, mais parce qu'on a voulu plaquer des idées simples sur un monde complexe. Et c'est là où il faut essayer de reprendre la main, y compris d'un point de vue. Il faut admettre que ce monde est complexe, que tous ces chocs sont le résultat de 4 grandes forces qui se mélangent. L'universalisation du capitalisme, la révolution technologique, l'ère des données, le fait que les idéologies sont mortes, mais la nation et la religion, ces 2 grandes passions politiques que décrivait Tocqueville, sont de nouveau à l'œuvre et qu'elles produisent aussi beaucoup de risques et de violences. Et enfin, que la guerre, elle aussi, la violence mute, et qu'on a par exemple dans un conflit comme la Syrie, c'est très emblématique, on a à la fois une guerre civile, une guerre entre États, une guerre religieuse entre sunnites et chiites, des interventions de puissances étrangères, et le tout mélangé, et qui donne, j'allais dire, ce chaos qui s'exporte non seulement au Moyen-Orient, mais en Libye et également en Europe. Plus personnellement, Nicolas Bavrez, en vous présentant tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez économiste, historien, et j'ajoute énarque, normalien. Vous avez aussi travaillé auprès d'un responsable politique, c'était à l'époque Philippe Séguin, dont vous étiez très proche. Vous êtes assez sévère, là j'entends, sur les responsables politiques, d'ailleurs quel que soit de tous bords. Mais est-ce que vous pourriez travailler de nouveau aujourd'hui avec l'un d'entre eux ou d'entre elles en vue de 2017? Alors d'abord, il faut rappeler que même si la situation en France est peu brillante, toutes les démocraties sont aujourd'hui confrontées à très rude épreuve. Voilà, beaucoup de difficultés. Quand on regarde la démocratie américaine, qui est donc la première du monde par la richesse et par le choc Trump, est quand même Mais ma question, est-ce que vous seriez prêt à travailler aujourd'hui avec un responsable politique comme vous l'avez fait avec Philippe Séguin? Non, mais moi, si vous voulez, ce que je me suis fixé, c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui,
la clé en France, c'est le citoyen. Et donc ma priorité, mais ça n'exclut pas que je puisse faire autre chose, ma priorité, c'est la pédagogie précisément à l'usage du citoyen pour montrer que nous sommes dans des difficultés, mais que le monde d'aujourd'hui est compréhensible et que si on se donne la peine de le comprendre, si on a la volonté de s'adapter, la France et les Français peuvent le faire et peuvent réussir magnifiquement dans le XXIe siècle. Vous croyez, et vous avez bien raison, d'abord le citoyen et dans les Français, mais est-ce que votre non-réponse n'est pas une réponse? Si vous n'avez peut-être pas à citer quelqu'un, c'est qu'il n'y en a pas. Puisque finalement, quand vous évoquez ces chocs géopolitiques, politiques, économiques, ce qu'il faut, c'est une vision. Elle est où la vision aujourd'hui? Qui la porte? Qui l'incarne? Alors, il n'y a pas d'homme ou de femme providentiel. Vous parliez tout à l'heure de Clémenceau ou de Gaulle, Mendès France. C'est vrai que... il y en a un par siècle. Non, vous voyez, on en a eu au moins 3 dans le XXe siècle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y ait une personnalité aussi exceptionnelle à la disposition des Français. Mais ce qui est vrai, c'est que si on prend par exemple Madame Merkel, c'est sans doute pas une femme providentielle, mais c'est quelqu'un qui a un projet, une vision, qui peut, d'ailleurs on peut la contester, mais qui a pris des risques très importants pour faire ce qu'elle estimait juste en matière de sortie du nucléaire ou en matière d'accueil des migrants. Qu'on soit d'accord ou pas, en tout cas c'est spectaculaire de voir que ça lui donne une grande force, une légitimité, et qu'elle remonte aujourd'hui dans les sondages à cause de sa cohérence politique et intellectuelle. Donc je reviens à 2017. Ce qu'il faut souhaiter, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois des gens qui s'engagent sur un projet, une vision, et avec la cohérence entre la pensée, le discours et l'action que vous appeliez tout à l'heure de vos voeux. Et c'est vraiment ce qu'on peut souhaiter de mieux pour notre vie politique et pour notre pays. Parce que vous dites, c'est la dernière chance, c'est ce que vous évoquez dans votre livre. 2017, c'est un moment clé dans notre histoire. C'est un moment absolument clé, comme on en a connu certains au moment, justement, dans ces moments où l'histoire a accéléré, où notre pays était en décalage. C'est arrivé malheureusement dans les années 30, c'est arrivé face au choc pétrolier. Aujourd'hui, on est vraiment de nouveau... Et nous verrons qui sera au rendez-vous. Circonstances de... en tout cas, ce qu'il faut, c'est que déjà les Français soient au rendez-vous. Je crois qu'ils en ont déjà conscience. Merci beaucoup, Nicolas Bavard. Je rappelle le titre de votre livre, Danser sur un volcan, espoirs et risques du XXIe siècle. Il y a aussi les espoirs, vous avez bien fait de le rappeler, c'est très important. On arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, c'est le zapping. Tout ce qui s'est dit, vu, entendu sur Public Sénat, ce sont les moments choisis par Nathalie Guilloire. Vous avez peut-être vu les propositions, les contre-propositions de Nicolas Sarkozy hier. Ça, je les ai vues, oui. 300 000 emplois publics en moins. Vous voyez, pour ceux qui avaient quelques questions encore à faire la différence entre la droite et la gauche, c'est 300 000 emplois publics. Et je vous rappelle, et ce sur quoi tous les élus de droite et candidats à la primaire sont d'accord, 100 milliards aussi en moins pour le budget, pour faire des économies sur le budget dans les propositions qui sont faites. Matteo Renzi a réussi ce que les Italiens croyaient impossible. Faire voter par les sénateurs eux-mêmes une révolution de leur vieille institution. Le Palazzo Madama, siège du Sénat à Rome, est depuis des années source d'instabilité permanente, bloquant les lois, refusant la confiance au gouvernement et contraignant parfois un Premier ministre à la démission. Je n'ai droit à plus rien. Je n'ai plus aucun droit, je ne touche plus rien de Pôle emploi. On m'a clairement dit il y a quelque temps que je rentrais pas dans le profil des entreprises parce que voilà, j'étais trop âgé, quoi. On sort jamais, on va jamais au cinéma, on fait rien. Et en fin de compte, à la fin du mois, on s'en sort pas. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Mon sentiment, il est une énorme colère. La France compte aujourd'hui 2,5 millions de chômeurs de longue durée, soit 43% des demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Un chiffre qui explose. Il y a une absurdité totale dans ce vote. C'est que on n'a pas rétabli le délit de racolage, donc l'offre de prostitution est libre. Et en même temps, on ne pénalise pas le client. Donc la demande de prostitution est libre aussi. Ce qui fait qu'on aboutit à ce que souhaitaient les tenants de la prostitution et de la liberté de se prostituer, qui est une libéralisation totale de la prostitution. Ce qui est manifestement pas ce que souhaitaient les sénateurs, mais ce qu'ils ont tous voté, enfin en tout cas ceux qui ont voté le texte, sans état d'âme, sans même réfléchir à ce qu'ils votaient. Pose de passer à 39 heures le temps de travail dans les 3 fonctions publiques.
Je reconnais que c'est évidemment un projet ambitieux, mais il est pour moi absolument fondamental pour 2 raisons. D'abord parce que je veux supprimer la durée légale du travail et renvoyer à la négociation dans les entreprises. Pour que la négociation dans les entreprises se passe correctement, il faut mieux que la référence soit à 39 heures plutôt qu'à 35. Et donc si la fonction publique est à 39 heures, la référence sera à 39 heures. La deuxième raison, c'est qu'il faut réduire les effectifs de la fonction publique de façon très importante. L'objectif de la loi, c'est pas de la cuisine bio, c'est un objectif de 20%. Seulement 20%. On a un vrai problème avec le bio en France et depuis longtemps, c'est un mot pour la pensée dominante qui ne va pas bien. Je pense que les quotas déresponsabilisent quelque part dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui se font et j'aimerais bien qu'on revienne sur la réalité de nos terrains et non pas sur l'idée qu'on s'en fait au niveau national. Franck Girard se bat contre l'installation des boîtiers Linky, prévus sur son territoire en 2019. Bonjour Michel, comment vas-tu? Ça discute beaucoup de Linky à Saint-Dizier. On parle que de ça. Moi je trouve qu'on nous impose trop de choses. Quid de ces données? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment elles vont être exploitées? Est-ce qu'il ne va pas y avoir, et c'est la question que beaucoup se posent, intrusion dans la vie privée des gens? Autre point qui nous pose petit problème, on sait que ces compteurs émettent des rayonnements électromagnétiques. Est-ce que c'est bon aujourd'hui pour la santé d'avoir des pièces à vivre à côté de ce type d'installation? Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Vos autres rendez-vous, c'est demain matin, Territoire d'Info. Je vous retrouve bien sûr lundi pour une nouvelle semaine d'OVPL. On va plus loin, vos débats, décryptage et puis l'entretien bien sûr. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.